Cap sur l'édition de l'information de ce mercredi sur Lumière du Monde Télévision. Voici les titres du journal. La République démocratique du Congo vit des heures sensibles depuis la résurgence de la contestation contre la volonté du camp présidentiel de modifier la loi électorale. Après les manifestations de lundi, la journée d'hier a encore été émaillée d'incidents dans les quartiers de la capitale Kinshasa. On reviendra sur ces événements avec notre confrère du quotidien quinois La Prospérité, Marcel Ngoui. Libération de l'employé de l'ONU enlevé hier dans un quartier de Bangui en Centrafrique, selon la mission onusienne sur place. Celle qui fut otage pendant seulement quelques heures a été remise en liberté grâce à la médiation d'un groupe d'anti-Balaka. D'autres otages, dont une ressortissante française, restent toujours aux mains de leurs ravisseurs. Et en France, Lassana Bachili, héros depuis la prise d'otage de Vincennes le 9 janvier dernier, a officiellement été naturalisé français ce mardi lors d'une cérémonie publique. Les images dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le climat de tension est palpable en RDC 48 heures après la reprise de la contestation contre le projet de modification de la loi électorale engagé par les députés proches du parti au pouvoir. La journée d'hier a encore été marquée par des émeutes dans plusieurs quartiers de Kinshasa, alors que le gouvernement a fait couper les communications par SMS et la connexion Internet dans le pays. La raison invoquée par les autorités empêchait toute velléité de perturbation à l'ordre public. Une marche interdite qui tourne rapidement à l'affrontement dans les rues, sans aucune sommation. Durant toute la matinée, des policiers déployés en force quadrillent la ville, dispersent et arrêtent les manifestants. L'opposition congolaise, empêchée de manifester, parle ce lundi de coup de force. La répression qui a été constatée dans la ville est totalement disproportionnée et totalement inutile. Je déplore l'arrestation de mes camarades, le président de l'UDPS, Rubens Mikindi, et le porte-parole de l'ECD, Bados, entre autres, et n'ont été que victimes de l'expression de leurs droits démocratiques. La foule en colère prend alors à partie les journalistes. 2 casques bleus seront également blessés par des jets de pierre. La situation dérape et échappe au leader de l'opposition. Moi-même, je devais déjà partir, je me suis sauvé. Cette loi-là, qui va prévoir les ressassements pour 3-4 ans, alors que la Constitution prévoit qu'en 2016, le mandat s'arrête là-bas. Donc, vous voulez qu'une loi simple puisse modifier une Constitution. Mais ça, c'est vraiment aberrant. C'est aberrant, ce qui est inacceptable. Raison pour laquelle, vous voyez, la population, aujourd'hui, s'est rangée derrière l'opposition. L'opposition congolaise promet de nouvelles actions. Cette loi électorale polémique et le possible report de la présidentielle font craindre de nouvelles tensions. Et pour mieux prendre le pouls de la situation sur place, voici l'intégralité de l'entretien téléphonique que nous avons eu ce matin avec Marcel Ngoui, éditeur du quotidien quinois La Prospérité. Monsieur Ngoui Marcel, bonjour. Bonjour. Alors, l'on a appris encore qu'hier, il y a eu des manifestations de façon éparse à Kinshasa. Alors, quel est le point de la situation sur place à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, moi je peux vous dire qu'il y a un calme précaire. C'est vrai que nous avons connu 2 jours assez chauds parce que dans la plupart des communes de Kinshasa, il y a eu des mouvements de protestation, des mouvements de pillage, des scènes assez macabres. Mais pour aujourd'hui, je crois qu'il y a un calme précaire. Il y a une reprise relative de la situation. Donc, on peut dire que si ça continue comme ça, on peut retrouver le calme. Mais le problème des fonds d'honneur, c'est qu'il y a une loi électorale sous-examen au Sénat. Le Sénat, chez nous, c'est la 2e chambre du Parlement. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, le Sénat a examiné hier la loi électorale en seconde lecture. Cette loi a été envoyée à la commission PAJ pour études approfondies et amélioration. Et dans 48 heures, c'est-à-dire c'est jeudi, en principe, le Sénat devra voter cette loi. Bon, c'est la loi qui est sérieusement critiquée parce que son groupe par l'opposition. Alors donc, l'on devrait s'attendre dans les jours qui suivent à un regain de la tension sur place avec ce vote annoncé de la loi électorale par le Parlement congolais. Oui, moi je crois que s'il faut s'attendre à une issue heureuse, la première démarche, c'est qu'il y a le Sénat qui a examiné en toute
respecter, loin de tous les bruits, la loi électorale. La PAJ devra venir présenter son rapport et en fin de compte, le Sénat pourrait introduire certaines dispositions, par exemple la parité qui, dans la matière à l'article 13 de la nouvelle loi, un article qui a été, la matière sur la parité qui a été supprimée, le Sénat va relatif là, et puis la disposition de l'article 8 de la nouvelle loi qui fait du recensement d'initiative une condition sine qua non pour l'organisation des élections, et vont certainement se faire à détacher cela. Donc la loi électorale pourrait être votée en termes divergents entre l'Assemblée nationale et le Sénat, à tel point que, d'après la Constitution, s'il y a une divergence persistante, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui pourrait primer. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement craindre le fait Burkina Faso au cas où aucun compromis n'était trouvé entre les acteurs politiques congolais? Oui, c'est difficile de parler de schémas burkinabés, de schémas ivoiriens, de schémas, je ne sais pas, centrafricains. Le problème, c'est que les expériences de chaque pays, ce sont des expériences particulières. Chaque pays a ses solutions, chaque pays a ses issues, chaque pays a ses formules. Ici, chez nous, et tout le temps, il y a eu l'arbre à palabre, le consensus, le dialogue, les conférences. Il y a eu chaque fois des tables rondes qu'on a eu à tenir à des intervalles d'État réguliers pour résoudre les problèmes du Congo. Donc, les gens ont été tellement sensibles qu'il y a des milliers de kilomètres pour tenter de parler des problèmes du Congo. Donc, à chaque étape, à chaque peuple, il n'est pas possible, moi, d'inventer un quelconque schéma, mais ce qui est vrai, est que la classe politique congolaise est constituée d'acteurs majeurs, et à ce titre, ces acteurs peuvent même mûrir les voies qui conviennent pour sortir le Congo du Bourdieu. Alors, toute dernière question, M. Ngoï, est-ce que, à l'heure où nous parlons, les communications ont été rétablies au niveau des messages par téléphone ou encore de la connexion Internet? Non, pas du tout. La messagerie n'est toujours pas opérationnelle. L'Internet, la connexion a été coupée. Moi, je peux penser que c'est vrai que ce sont des mesures de souveraineté pour un État qui était en train de battre de l'aile par rapport à des manifestations organisées ça et là. Mais si cette situation perdure, ça pourrait être un préjudice grave parce que les banques sont fermées. La plupart des sociétés multinationales qui fonctionnent avec les systèmes informatisés ne peuvent pas rendre opérationnelles leurs activités. Les médias, tout le quotidien n'ont pas paru. Et donc, vous avez là un tableau qui n'est pas réluisant par rapport à toutes les activités. Donc, c'est la paralysie totale. Jusqu'à ce moment-ci, la connexion n'est pas rétablie, la messagerie est toujours bloquée. Ok, merci bien vous, M. Ngoï, pour vos précisions. Je rappelle que vous interveniez donc en direct de Kinshasa, où vous êtes donc témoin de toute la situation qui prévaut sur place. Merci à vous. Merci. C'était donc l'entretien que nous avions eu avec Marcel Ngoï, directeur général et éditeur du quotidien congolais La Prospérité. Direction la Centrafrique, où l'employé de l'ONU qui avait été capturé hier matin par des hommes armés non identifiés a finalement été libéré plus tard dans la soirée grâce à une médiation des milices anti-Balaka. Pour l'heure, les deux humanitaires enlevés lundi restent toujours détenus par leurs ravisseurs. Suivons ce reportage. Il est très tôt ce mardi matin. Un bus de l'ONU circule en direction de l'aéroport de Bangui, avant d'être pris dans une embuscade tendue par des forces anti-Balaka. Une employée de l'ONU est kidnappée avant d'être libérée en fin de journée. Mais pour le porte-parole de la mission de l'ONU sur place, cet acte est condamnable. C'est un coup regrettable, parce que cela retarde tous les efforts qui ont été faits et presque met en péril les avancées. Car la veille déjà, 2 humanitaires ont été enlevés alors qu'ils transportaient des médicaments. Sur la grande route, quand on les a arrêtés, ils les ont pris dans leur véhicule, avec les médicaments, tout ce qui est dans le véhicule, ils sont partis avec. Parmi ces humanitaires, une Française, Claudia Priest, 67 ans, originaire de l'Ain. Dans son village, les habitants et le maire sont sous le choc. Ils ont pris fait et cause pour aider les gens de ce village, vu le dénuement, le retard. Et c'est vrai que depuis, ils y mettent tout leur cœur, quoi. Aucune revendication pour le moment, mais des anti-Balaka sont fortement soupçonnés. Il pourrait s'agir d'une action de représailles après l'arrestation le week-end dernier par les forces de l'ONU
d'un puissant chef du groupe, le général Angelo, accusé d'avoir été un des meneurs des miliciens chrétiens dans le massacre de musulmans en décembre 2013. Les ravisseurs réclameraient sa libération en échange des otages. L'archevêque de Bangui, un homme puissant et respecté, mènerait actuellement des négociations. Et justement, parmi ces deux otages figure, nous le disions déjà hier, une ressortissante française de 67 ans. Alors, quelques heures après l'annonce de son enlèvement, le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, s'est exprimé à l'hémicycle pour rassurer quant à la détermination du gouvernement de mettre tout en œuvre pour la retrouver. Ses propos dans cet élément. Monsieur Voisin, vous avez dit avec beaucoup d'émotion, puisque vous connaissez Madame Priest, ce qui est arrivé. C'est tout à fait vrai que hier, cette femme, qui est une femme admirable, qui est une ancienne éducatrice spécialisée, qui a consacré sa vie au service des autres, alors même qu'elle devait rentrer aujourd'hui de Bangui à Paris, a été enlevée par ce qu'on appelle des anti-balaka. Immédiatement, une série d'actions ont été déclenchées, comme nous le faisons dans ce cas. D'une part, ainsi que vous l'avez rappelé, l'ambassadeur de France, qui fait un travail remarquable, a pris les dispositions nécessaires. D'autre part, l'évêque de Bangui s'est interposé, un contact est intervenu, et j'ai eu moi-même les intéressés hier soir et ce matin. C'est vrai que c'est une situation extrêmement choquante, compte tenu du fait que cette femme et son mari et beaucoup d'autres ont donné le meilleur de leur vie pour le bien des Centrafricains et qu'elle est l'objet de violence. Je peux vous assurer qu'au moment même où nous parlons, les démarches sont entreprises, comme nous le faisons à chaque fois lorsque malheureusement nous avons des personnes enlevées, pour retrouver notre compatriote. J'ai entendu, chacun a entendu le soutien de l'ensemble de la représentation nationale. Soyez sûr, monsieur le député, que nous ne ménagerons pas nos efforts aujourd'hui et dans les moments qui viennent pour retrouver notre compatriote, et j'espère que bientôt nous pourrons l'accueillir de nouveau à Paris. Merci, monsieur le ministre. La Zambie était aux urnes hier pour élire leur nouveau président, un mois après la mort du président en exercice Michael Sata. Ce sont quelques 5 millions d'électeurs qui ont été convoqués ce mardi pour choisir entre les deux principaux candidats, à savoir le ministre de la Défense Edgar Lungu et l'homme d'affaires Hakainde Hichilema. Suspense électoral en Zambie à l'issue d'une journée de vote pour désigner un nouveau président. Les résultats s'annoncent serrés entre le ministre de la Défense, Edgar Lungu, qui défend les couleurs du parti du président défunt décédé en décembre, et l'homme d'affaires Hakainde Hichilema, ici à l'image. Les résultats devraient être connus jeudi ou vendredi. Les États d'Afrique de l'Ouest et leurs partenaires internationaux sont réunis depuis hier à Niamey au Niger en vue de plancher sur les moyens de faire entrave à l'expansion du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Cette rencontre qui mobilise 13 pays se déroule dans un contexte de multiplication des offensives de la secte islamiste sur le territoire camerounais. Chose remarquable, le Nigeria pointe absent à ce sommet. La situation sécuritaire au Nigeria et dans le bassin du lac Tchad s'est considérablement dégradée depuis notre dernière rencontre. En effet, Boko Haram a multiplié les attaques et s'est constitué un vaste territoire aux frontières de nos 4 pays qu'elle administre désormais selon ses propres règles. La prise de la ville de Baga le 3 janvier dernier témoigne de la puissance de feu de la secte qui dispose de plus en plus de moyens considérables. L'objectif de Boko Haram, c'est le contrôle du bassin du lac Tchad, zone stratégique pour son approvisionnement extérieur en armes et vivres et sa sanctuarisation territoriale. La montée en puissance de Boko Haram traduit notre lenteur et notre incapacité à lui opposer une réponse conséquente. Nous assistons en effet impuissants, comme cela avait été le cas du Mali, à la perte de la souveraineté du Nigeria sur des pans entiers de son territoire et à l'exportation de la violence vers les pays voisins.
Nouvel incident au territoire israélien. Ce mercredi, un jeune Palestinien a agressé à l'arme blanche des passagers d'un bus à Tel Aviv, faisant au moins 7 blessés. L'agresseur a pu être maîtrisé par la police alors qu'il tentait de prendre la fuite. Quelques précisions dans ce reportage. Un Palestinien a attaqué au couteau et blessé 7 personnes dans un bus à Tel Aviv en Israël ce matin. Âgé de 23 ans, l'homme a été blessé par balle par la police israélienne alors qu'il tentait de s'enfuir et arrêté. Il a été identifié par la police comme un Palestinien de Toul-Karem en Cisjordanie occupée. L'homme serait monté dans le bus avant de frapper le chauffeur puis des passagers. C'est un camion pénitentiaire qui passait à proximité qui a remarqué l'attaque et pris en chasse l'assaillant avant de le neutraliser et de l'arrêter. Selon l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, 7 personnes ont été admises pour des blessures, dont 4 graves. Chose promise, chose due, le héros de l'hypercachère de Vincennes a effectivement reçu ses documents officiels, faisant de lui un citoyen français à part entière des mains du chef du gouvernement Manuel Valls. Le Malien Lassana Bathily, qui avait sauvé une quinzaine de vies lors de la prise d'otage dans une épicerie de Vincennes le 9 janvier dernier, est tout de même resté humble avec une pensée forte à l'endroit des victimes de cette prise d'otage qui s'était dénouée par la mort de 5 personnes. Bienvenue en France. Son premier passeport français, Lassana Bathily le reçoit des mains du Premier ministre lui-même, Manuel Valls. Avec vous d'abord, chers compatriotes, cher Lassana, et avec cette salle, je crois que nous donnons peut-être ce soir l'une des plus belles images de notre pays. Dans la salle des fêtes du ministère de l'Intérieur, l'émotion du jeune homme de 24 ans et l'humilité de celui qui s'est conduit de manière exemplaire ce vendredi 9 janvier dans l'hypercachère de la porte de Vincennes. Ce soir, je suis très fier et très ému aussi. Je souhaite remercier chaleureusement tous qui m'ont fait confiance. Dans la salle, il y avait ce soir des centaines d'invités pour cette cérémonie républicaine. La famille et les amis de Lassana Bathily, des élus et des associations. Lassana Bathily qui n'a pas oublié de rendre hommage aux otages tombés sous les balles d'Amédi Koulibaly, comme son collègue Yohan Cohen. J'ai perdu quelqu'un que j'aime beaucoup et toujours rigoler ensemble. Dès le début, on s'entend bien. Yohan, on se taquine tout le temps. On s'appelle Boss sans nos prénoms. Les gens me prennent comme un héros, mais moi je ne suis pas un héros. Pour moi, je suis Lassana, je resterai moi-même. Famille et amis, tous étaient très fiers de lui ce soir. J'ai la petite pression quand même, c'est un frère, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, il a tout fait pour moi, il a vraiment beaucoup fait pour moi et puis voilà. Et puis je vois ce qu'il vient de faire maintenant, j'ai rejoué encore une fois de plus. Il a fait un acte de bravoure, il a fait un acte de sang-froid et c'est la raison pour laquelle la France a été reconnaissante envers lui. Et je veux dire le monde entier, parce que tout le monde avait le soupe coupé ce jour-là. Et vous, en tant que cousin, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Ah oui, beaucoup d'émotions pour lui, parce que j'essaie la traversée qu'il a fait. Le chemin a été long pour lui. Je suis très content pour Lassana et très fier. Et tout le monde entier a salué son acte de bravoure. Et c'est à juste titre qu'il soit récompensé par rapport à ce qu'il a fait. Pour Lassana Bathily, l'épilogue d'un long parcours. Arrivé en France à 16 ans tout juste, il avait fait sa première demande de naturalisation en juillet dernier. Tokyo refuse de céder au chantage de l'État islamique qui menace d'exécuter 2 ressortissants japonais pris en otage en Syrie par des éléments de l'organisation djihadiste. Les djihadistes réclament à Tokyo la somme de 200 millions de dollars en guise de rançon avant de libérer ces otages. Mais dans la soirée d'hier, le chef du gouvernement nippon s'est voulu ferme. Shinzo Abe a estimé qu'il n'était pas question de verser un rond aux terroristes. On l'écoute. Le Japon a répondu aux menaces du groupe État islamique. Alors que les djihadistes affirment détenir 2 otages, le gouvernement a juré de ne pas plier face au terrorisme. La vidéo est en cours d'identification, mais les autorités ont déjà affirmé qu'elles ne paieraient pas la rançon demandée. Le groupe islamiste réclame en effet 200 millions de dollars dans les prochaines 72 heures
faute de quoi ils tueront les ressortissants japonais. 我が国としてはですね、テロに屈することなく国際社会によるテロとの戦いに貢献していくというのが我が国の立場に変わりはありません。 Dans la vidéo, le militant de l'État islamique explique que les citoyens japonais sont pris pour cible en raison du soutien de leur gouvernement à la coalition internationale. Entre performance économique et lutte contre le terrorisme, le discours sur l'état de l'Union prononcé ce mardi par le président américain Barack Obama a révélé la volonté de l'actuel locataire de la Maison-Blanche de marquer le coup pour les 2 dernières années de son mandat. Et sur les grands chantiers de la politique étrangère des États-Unis, la lutte contre le terrorisme figure au premier plan. Le résumé de son intervention. Barack Obama a prononcé mardi devant le Congrès américain son discours annuel sur l'état de l'Union. S'il a beaucoup parlé de la reprise économique aux États-Unis et de la lutte contre les inégalités sociales, le président américain a aussi évoqué les sujets internationaux et parmi eux, la lutte contre le terrorisme. We stand united with people around the world who've been targeted by terrorists, from a school in Pakistan to the streets of Paris. We will continue to hunt down terrorists and dismantle their networks, and we reserve the right to act unilaterally, as we have done relentlessly since I took office, to take out terrorists who pose a direct threat to us and our allies. À la fin de ce passage, plusieurs stylos brandis par les parlementaires en hommage aux caricaturistes assassinés de Charlie Hebdo. Barack Obama a également promu une victoire contre l'État islamique, tout en admettant que celle-ci prendra du temps. Et le point sur les rencontres de la CAN 2015. Hier mardi, les éléphants de Côte d'Ivoire ont manqué de peu une entrée en catastrophe face au Syli national de Guinée en concédant le nul, un but partout après avoir longtemps été menés. Score identique dans l'autre rencontre de la soirée qui a vu le Cameroun et le Mali se séparer 2-2. Retour sur le match Côte d'Ivoire-Guinée avec nos confrères de la rédaction de iTélé. Premier match de cette CAN 2015 pour la Côte d'Ivoire et première frayeur pour les hommes d'Hervé Renard face à la Guinée, désignée comme équipe la plus faible du groupe D. Les éléphants ont eu du mal à entrer dans leur match et ont dû compter sur l'explosif Gervinho pour porter le danger en attaque. Des offensives infructueuses qui ont laissé des espaces aux Guinéens. Bon centre encore une fois et la main dans la surface d'Aurier, le but! Le but de Mohamed Diatara, il n'avait rien montré offensivement pendant 35 minutes les Guinéens et contre le cours du jeu on peut le dire, c'est le Syli national de Guinée qui mène 1-0 contre la Côte d'Ivoire, but du Lyonnais Mohamed Diatara. Un but inscrit à 10 minutes de la pause et sur la seule vraie action de la Guinée. Peu avant l'heure de jeu, le scénario ne va pas s'arranger pour les éléphants. Gervinho persévère, le joueur de la Roma écope logiquement du carton rouge. Réduit à 10, les Ivoiriens vont finalement se lâcher. 71e minute, c'est Doumbia tout juste entré sur le terrain, fait mouche. Le 1-2, Doumbia Boni, superbe. Et voilà, on l'attendait cette association, elle est payante. Quelques minutes après son entrée, l'attaquant du CSKA à Moscou permet à son équipe d'égaliser un partout. Malgré les nombreux assauts guinéens, le score n'évoluera plus. Première désillusion donc pour la Côte d'Ivoire qui essaiera de se rattraper dès samedi prochain face au Mali. L'actualité chrétienne à présent pour dire que les chrétiens évangéliques du Burkina Faso ont observé ce dimanche 18 janvier une journée de reconnaissance à Dieu pour son intervention dans les événements sociopolitiques qui ont conduit en octobre dernier à la chute du président Compaoré suite à un soulèvement populaire. Pour le pasteur Samuel Yaméego, président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina, il était important d'adresser des remerciements au Seigneur pour avoir préservé la paix sociale dans le pays. C'est donc la fin de l'édition de l'information de ce mercredi sur Lumière du Monde Télévision. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.